Alors, Marco Monzon, bonjour. Bienvenue Bonjour. à cette entrevue qui s'inscrit dans le cadre du projet Liaison Info-Ressources qui vise à mieux se connaître pour mieux aider, le projet de lutte contre l'itinérance. Dans un premier temps, Marco, qui est organisateur communautaire au comité Logement Rive-Sud, j'aimerais ça que tu nous fasses peut-être un petit portrait dans un premier temps de la mission du comité Logement. OK. Le comité logement est un organisme de défense des droits individuels et collectifs des locataires. On est aussi un développeur de logements sociaux. On est un groupe de ressources techniques. Dans le volet défense des droits, on va prendre des appels de personnes qui ont des problèmes avec leurs propriétaires. On va les référer. On ne fait pas de conseil juridique parce qu'on n'est pas des avocats. Donc, on va les informer sur qu'est-ce qu'il y en a. Les référer aux bonnes ressources aux besoins. Au niveau, ça c'est au niveau plus individuel. Au niveau collectif, on va essayer de mobiliser les communautés. Par exemple, dans un logement, on sait qu'il y a plusieurs locataires qui ont des problèmes. On va essayer de les réunir à une association de locataires, les informer ensemble, puis de voir avec eux autres à partir de là où on les amène avec ça. On est un groupe, aussi au niveau de la défense des droits collectifs, c'est parce qu'on croit que certains problèmes que les gens vivent individuellement ont des solutions collectives. Donc, il faut des fois agir sur la collectivité au niveau politique. C'est pour ça que des fois, on va mobiliser les gens dans certaines actions avec notre regroupement national, le Fonds d'action populaire en réaménagement urbain, le FRAPRU. On va participer à des actions qui vont faire la promotion du droit au logement. Puis nous, ça se traduit beaucoup par revendiquer plus de logements sociaux. Ça va être notre regroupement. Puis au niveau local, on va faire plus de revendications, par exemple, une meilleure application du Code du logement. Un encadrement de la conversion des logements locatifs en condominium. Ce genre de choses-là. Puis on va, avec les locataires qui s'impliquent au comité logement, faire des demandes, faire des pressions. Au niveau du groupe de ressources techniques au développement, on le fait avec le programme Accélogé, qui est le seul programme qui permet la réalisation de logements sociaux au Québec. Et quand un organisme veut faire du logement social, il doit s'associer avec un groupe de ressources techniques. Nous, on est accrédité comme groupe, un GRT, là, comme on dit dans le jargon. Là. On est un GRT et on fait ça. Puis aussi, on a créé une société acheteuse qui est un organisme à but non lucratif dont la mission est d'acheter des logements et les gérer comme un organisme à but non lucratif. Et aussi, il y a un volet de la mission, c'est aussi à travers le programme Accélogie, de faire du logement social, mais ça se fait souvent en collaboration avec notre GRT. Les groupes de ressources techniques. Peut-être une petite précision par rapport à l'aide individuelle, défense des droits des locataires. Tu as spécifié que vous n'étiez pas des avocats, mais je soupçonne que vous avez quand même une assez bonne connaissance de la loi sur le régime du logement, puis que les partenaires, s'ils ont des personnes qui se demandent si le propriétaire abuse ou quoi que ce soit, vous êtes quand même bien équipés pour accompagner ces personnes-là. Souvent, c'est des formations que certains groupes vont donner. On va prendre certaines formations. Il y a beaucoup, bien sûr, c'est l'expérience qui fait ça. Les deux organisateurs communautaires, présentement, on combine, je dirais, une quinzaine d'années d'expérience, peut-être un petit peu plus dans la défense des droits des locataires. Et aussi, peut-être mentionner qu'on crée des fois des liens aussi quand tu fais pas par exemple, parce que nous, on ne va pas représenter, par exemple, un locataire à la Régie du logement, mais on va créer des liens à Longueuil. Une des particularités, c'est qu'il y a un aide juridique et des avocats qui se spécialisent dans le logement. On va les référer. On n'aura pas de difficulté à les référer. Vu que notre territoire couvre beaucoup de villes, et puis beaucoup de réalités, des fois, on va s'adapter. Quand on sait, par exemple, qu'une personne n'a pas accès à une inspection d'un logement, on va s'adapter aux besoins de chaque personne. Fait que votre angle, je dirais, comme dans le cas de notre projet, puis de l'information qu'on cherche à véhiculer, votre angle de lutte contre l'itinérance est vraiment à deux niveaux. Développer du logement, rendre accessible du logement, défense des droits des locataires, puis on sait à quel point que nous autres, on le voit comme organisme qui accompagne les gens qui se retrouvent dans des situations difficiles, on sait à quel point que une méconnaissance de droit peut emmener quelqu'un dans la rue, peut emmener quelqu'un à avoir des conditions d'habitat qui fait que des fois, soit qu'elle va perdre son logement ou elle doit quitter parce que ça n'a plus d'allure. Ça a vraiment un impact direct dans la prévention de l'itinérance, carrément pour nous. On a aussi une campagne, tu sais, la campagne contre la hausse des loyers, c'est une campagne qu'on mène de décembre à mars à peu près de chaque année.
pour que les gens sachent qu'ils peuvent refuser des hausses de loyer. Ouais. Parce qu'un des problèmes, c'est que les loyers augmentent assez rapidement. Et, oui, c'est ça. Puis aussi, l'aspect où quand on revendique du logement social, c'est pour socialiser le parc locatif, qui est une façon aussi, peut-être indirecte, de lutter contre l'itinérance, puis contre la pauvreté aussi. Pour ceux qui connaissent un peu moins, peux-tu un peu expliciter la socialisation du parc locatif? C'est quoi? Et ça, c'est le fait de retirer des logements du marché privé. À travers, puis ça peut se faire de quelques manières. Là. On parlait tantôt du programme Accès Logis, qui est la manière de faire des OBNL d'habitation, des organismes non lucratifs d'habitation, des coopératives d'habitation. Il y a plusieurs volets, mais ça, c'est une façon. Puis ce programme-là permet, par exemple, de faire des constructions neuves. On peut construire des nouvelles bâtisses puis faire des nouveaux logements, ou faire des projets d'achat-rénovation. Ça veut dire qu'on va acheter des bâtisses dans le marché privé et on va les rénover puis loger des gens. Puis ça va être des OBNL qui vont les gérer. Une autre façon que le comité logement a fait, c'est avec notre groupe, la société acheteuse, Solide, ouais. Qui, elle achète, c'est un organisme à but non lucratif qui achète des bâtisses dans le marché privé. Et, bon, peut-être la particularité, c'est qu'il n'y a pas de profit qui se dégage de ces logements-là. Tout, en principe, est réinvesti dans les logements. En le retirant du marché privé, puis en ayant une société qui ne vise pas le profit, on s'assure de garder les loyers le plus bas possible, puis éviter que le monde soit plus capable de payer puis se retrouve à eux encore une fois. Exactement. Puis en même temps, c'est une compétition pour certains propriétaires privés qui voient qu'une société assez importante, parce que Solide, c'est quand même au-dessus de 400 unités de logement qui détient. Les propriétaires, quand ils voient Solide arriver, ils vont avoir une petite pression pour améliorer l'état de leur logement, puis peut-être aussi pas augmenter les loyers aussi rapidement s'ils veulent qu'ils se louent, parce qu'à côté, tu vas avoir un logement qui est entretenu, parce que Solide, sa mission, c'est d'entretenir ces logements, bien sûr, et les loyers augmentent vraiment pas aussi rapidement que dans le privé. Puis ça, nous, le Solide a fait des études, puis ce qu'ils se rendent compte, c'est qu'après une dizaine d'années, il y a un écart considérable entre le marché, entre le prix que le Solide demande en loyer, puis ce que les gens payent dans le marché, dans le secteur. Là, puis on parle d'au-dessus de 10% là, de différence de loyer. Alors, c'est intéressant pour les locataires, ça. C'est intéressant, c'est juste un aspect que, même si on gravite dans le logement depuis 15 ans comme organisme, c'est un aspect que j'avais moins saisi, que le fait que des organismes communautaires détiennent des immeubles, les entretiennent bien, ça a même un impact sur le marché locatif privé, parce que les propriétaires veulent être compétitifs, fait qu'ils s'arrangent pour avoir des immeubles qui ont de l'allure, à des prix qui ont de l'allure. C'est juste un aspect qui ressort très rarement, ça, de l'impact positif du logement social. C'est comme une petite révélation ce matin pour moi. À ce niveau-là, j'avais pas vu cet angle-là, c'est intéressant. J'aimerais ça que tu nous parles aussi vraiment de la place du membership chez vous, la place des membres. Comment ça se passe? Mais peut-être pour bien saisir la place des membres au comité logement. Au comité logement, on a entre 80 et 100 membres habituellement, okay. Dans les derniers peut-être 2 ans. Et pour être membre au comité logement, il faut être locataire, il faut habiter dans le secteur qu'on dessert, puis là, on va desservir la MRC du Roussillon et l'agglomération de Longueuil, puis quelques villages autour de la MRC du Roussillon. Il faut habiter dans ce secteur-là, être locataire et participer à 2 actions du comité logement dans les 12 derniers mois. Okay. Et il n'y a pas de carte de membre, puis les gens sont un peu membres même s'ils ne veulent pas. Je veux dire, c'est rare que les gens qui viennent ne veulent pas être membres, mais ils sont dans nos statuts règlements, c'est comme ça. Ça veut dire qu'une personne va venir à une assemblée de membres, il va venir à une action, par exemple une manifestation à Montréal, dans les 12 mois, il est membre automatiquement. L'implication égale membership. Exactement. C'est ça la cotisation. Pas d'implication, pas de membership. Exactement. Donc, pas de membre fantôme ou théorique. Non, c'est ça. C'est les gens qu'on côtoie régulièrement, puis qui s'impliquent. Puis les lieux d'implication au comité logement, il y en a plusieurs. Bien sûr, les gens s'impliquent. On essaie de toujours être en contact avec nos membres. Ça se fait à travers 4 assemblées générales régulières, 4 à Longueuil, 4 dans le Roussillon, qui sont à peu près en même temps, plus une assemblée générale annuelle. On a un bulletin de liaison qu'on essaie de produire jusqu'à 5 fois par année, là, c'est l'objectif, 5 ou 6 fois par année, on essaie d'avoir un bulletin de liaison. Donc on les tient au courant de ce qui se passe au comité logement.
Puis ensuite de ça, on va souvent organiser des actions comme par exemple création de matériel de mobilisation. Les bannières, c'est les membres qui les ont créés, les dernières bannières. Les pancartes, les slogans. Des fois, on se réunit tous ensemble pour réfléchir. Il n'y a pas si longtemps que ça, par exemple, on avait à présenter dans le Roussillon une de nos manières à nous, notre philosophie à nous de mobilisation. Et c'était 2 employés du comité logement et 2 membres du CA, ensemble, qu'on s'est mis à réfléchir comment on monte cette présentation-là. C'était important parce que dans le fond, nous, les employés, il y a une perspective, mais les gens qui se sont fait mobiliser, les autres, il y a une perspective différente aussi. Donc, c'est comme ça qu'on les implique. Traditionnellement, aussi, on a un comité mob. Le comité mob, c'est un peu un aspect un peu plus logistique, là. Ils vont faire des lunchs, ils vont s'assurer que la bannière soit tenue durant les marches, ce genre de choses. Ils vont faire des appels aussi. C'est d'autres qui vont appeler les gens pour dire, oh, mais telle manif, tel jour, il faut y aller, ce genre de choses-là. Il y a vraiment une place très active des membres. Tu as le volume, vous avez quand même un bon membership, comparativement à peut-être d'autres organismes communautaires, puis ils sont très impliqués. Quel impact que ça a pour ces personnes-là, l'implication? Ça, c'est assez spécial. Nous, nos membres, peut-être pour l'illustrer, ça, le CA, le Conseil d'administration du comité logement, est composé de membres uniquement. Ce sont des membres. Puis on s'assure d'avoir une représentativité régionale. C'est-à-dire qu'il faut que certains membres soient du Roussillon puis d'autres de l'agglomération de Longueuil. Et pour illustrer l'importance que les gens voient, puis les gens viennent chercher plusieurs choses au comité logement. Okay. Il y en a qui sont peut-être un peu plus... qui aiment un peu plus l'aspect débat. Donc les autres, ils viennent aux assemblées générales, ils se présentent au CA, puis ils veulent contribuer intellectuellement au comité logement. Il y en a d'autres qui sont plus intéressés par l'aspect militant. Les autres, ils aiment les manifestations, puis ce qui est des assemblées générales, c'est moins leur... Ils viennent pareil, mais c'est moins ça qu'ils veulent. Les autres, ils veulent être dans un groupe, ils veulent marcher, ils veulent faire entendre leur voix. Les gens viennent chercher ça. Puis d'autres choses qu'on entend des fois ça donne le moton, comme par exemple une militante qui m'a dit un jour, moi j'aime ça quand tu m'appelles parce que mon téléphone ne sonne pas souvent dernièrement. Puis ça t'as le moton quand t'entends ça, puis là tu te dis on va t'en organiser des activités, on peut pas faire ça, mais c'est ce que ça donne envie de faire. Il y a des personnes qui c'est ça qui viennent chercher, d'être entouré de personnes, puis adhèrent au mouvement en même temps. D'autres personnes, par exemple, que des fois, tu as des gens qui ont déjà l'idée. Moi, je pense à une militante, entre autres, quand je l'ai rencontrée, qui me disait moi, j'ai envie de m'impliquer. Cette personne-là dit j'ai envie de m'impliquer, je sais pas où, dans quoi, puis ça a l'air intéressant ce que vous faites. Puis ça fait 4 ans qu'elle milite avec nous. Puis il n'y a pas si longtemps que ça, elle a fait un discours devant une foule de quelques milliers de personnes. Donc, on a fait le camp pour le droit au logement. Elle a fait un discours. Enfin, c'est une personne qui. Puis moi, je l'ai vu évoluer, cette personne-là, qui a toujours eu du torque, mais peut-être était un peu plus réservée. Ce torque-là qu'elle avait été retenu par quelque chose, puis avec son adhésion au comité logement, elle a adhéré au comité logement, elle se l'est approprié, puis aujourd'hui, pour elle, c'est un outil. Là. Elle est membre du comité logement, quand elle parle, elle s'en laisse pas imposer, puis pas personne, là, même pas les employés. Là, puis c'est intéressant à voir. Puis d'autres moments, tu as quelqu'un que j'ai rencontré, par exemple, dans une banque alimentaire, puis son quotidien, c'est un peu ça, même s'il s'implique. Aujourd'hui, avec le comité logement, c'est du monde qui vont rencontrer des élus. Ils vont prendre rendez-vous avec des élus, les maires et les mairesses, les députés, pour leur parler, revendiquer, ça nous prend du logement social, telle politique est inadéquate, ça prend ça. C'est le fun de voir tout ce que les gens vont chercher aussi. Là. Il y en a des fois qui sont plus aussi dans le comment je pourrais dire, les autres, ce qui les intéresse, c'est les activités sociales. Puis même eux autres, ils ont quand même leur contribution à apporter au comité logement. Je trouve ça extraordinaire. Puis pour moi, dit autrement, parce que dans d'autres domaines, on parle de briser l'isolement. Ils trouvent ça là, trouver un sens à sa vie, avoir un lieu de parole. Puis il y a un aspect que je perçois qui est vraiment de la réinsertion sociale, qui est du développement. Les gens arrivent avec du potentiel, puis le développent parce que vous créez cet espace-là. Moi, je pense que c'est un des aspects, justement, que je trouvais intéressant dans la lutte contre l'itinérance, parce que plus la personne se solidifie dans son estime de soi, plus elle trouve un sens à sa vie, on le sait que c'est les éléments essentiels pour qu'elle continue de prendre soin d'elle, que la personne continue de se développer, puis par le fait même, elle a moins de chances de se retrouver dans la rue en crashant, excusez le terme. Fait que c'est vraiment, je trouve ça bien
de voir que ça se passe chez vous et je suis convaincu que ça a un impact sur la prévention d'itinérance, évidemment. Puis ça, cet aspect-là, c'est aussi pour comprendre pourquoi le comité logement on met tellement d'importance, c'est que c'est en quelque sorte l'ADN du comité logement. Le comité logement a commencé par un mouvement populaire de familles à Châteauguay qui voulaient des HLM. Ils se sont organisés, puis il y avait un organisateur communautaire d'un CLSC de la région qui les a accompagnés. Ils ont commencé à faire des pressions politiques pour avoir des HLM. Ils ont eu quelques victoires, quelques défaites, mais c'est comme ça que ça a commencé. Puis les autres éléments, là, comme la défense des droits individuels, puis le groupe de ressources techniques, se sont rajoutés par la suite au comité de logement. Mais c'était vraiment un mouvement populaire aujourd'hui. Et certains de nos membres sont là depuis le départ. Là. Ça fait 37 ans que le comité de logement existe, en 1978 que les premières rencontres ont eu lieu. Et certains membres sont encore là aujourd'hui. Pas aussi actifs, mais qui sont encore là aujourd'hui, puis qui conservent la mission. Puis ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que le CA d'aujourd'hui, beaucoup des membres du CA aujourd'hui, c'est des gens qui n'étaient pas là depuis 30 ans, là, mais qui ont repris le flambeau. Donc, la mission du comité de logement, qu'on dit c'est pour et par les membres, qui veut faire passer les gens, de leur faire comprendre qu'on passe de j'ai un problème à nous avons un problème et nous avons des solutions collectives à les apporter, ils les ont repris. Puis c'est d'autres un peu les chiens de garde, parce que même les employés qui changent, c'est le CA qui décide. C'est l'Assemblée générale qui donne les orientations, il y a des amendements constamment dans l'Assemblée générale. Lorsqu'il y a des élections, lorsqu'il y a des élections, il y a toujours des élections. Il n'y a jamais de poste vacant ou qu'on doit aller chercher. Comme aux dernières Assemblées générales, je pense qu'il y avait 3 ou 4 postes, puis il y avait une dizaine de personnes qui se sont présentées. Puis chaque personne peut se présenter, faire son discours, puis c'est la démocratie. Il y a des déchirements, puis il y a des victoires, mais c'est comme ça. Puis ces gens-là, quand ils se présentent là, c'est parce qu'ils ont compris la mission du comité de logement, puis ils vont la perpétuer par la suite. Les gardiens de la mission, puis l'esprit, c'est vraiment génial. Il y a un aspect aussi que j'ai observé du comité de logement qui est de vous prononcer sur les causes sociales un peu plus larges. De temps en temps, on vous retrouve à appuyer différents mouvements qui ont un impact par la bande sur la condition de vie des gens. Vas-tu nous en parler un petit peu? Oui, certainement. Ça, c'est un aspect, le comité de logement, vu qu'il y a un aspect très militant, puis les gens qui gravitent autour du comité de logement, nous les membres, on les appelle des militants. En interne, on les appelle tous des militants. Et pour nos membres, il y a bien sûr la cause du logement social, puis dans notre mission, il y a le logement social, mais c'est toute la lutte à la pauvreté. Ouais. Puis pour nous, la lutte à la pauvreté va passer bien sûr par les services, parce qu'on fait du logement social, par exemple, on va donner de l'information sur les défenses des droits, mais ça passe aussi par le changement social. Donc il faut faire des pressions politiques pour que certaines politiques, ou les politiques ou les programmes favorables aux personnes les plus vulnérables soient adoptés, soient défendus. Puis ça passe, sur le comité de logement, ça passe par une mobilisation citoyenne. Donner la parole aux gens qui les vivent, ces problèmes-là. Et souvent, la meilleure façon que les personnes les plus vulnérables, les plus marginalisées ont de se faire entendre, c'est de prendre la rue et de se faire entendre. Puis quand il y a des regroupements qui s'organisent, comme par exemple la coalition Main Rouge, ou qu'ils appelaient avant la coalition contre la tarification et la privatisation des services, ils s'organisent, mais pour nous, ça nous touche. Parce que les gens qui militent autour du logement, ils les vivent tout ça. Hein. Quand il y a des coupes dans les services, ça les frappe de plein de fois. Quand, par exemple, l'hydroélectricité augmente, les autres ils vivent. Là, quand ils voient leur facture d'hydroélectricité augmenter de 10-15 $ par mois, mais c'est une pinte de lait de moins que tu achètes, c'est un pain de moins, c'est des œufs en moins. Pour eux autres, c'est automatique. Donc, quand ils voient, par exemple, qu'il y a des coupes à l'aide sociale, quand ils voient qu'il y a des coupures puis dans d'autres programmes qui les touchent, ils veulent se mobiliser. Alors, on se retrouve à mobiliser. Oui, puis ils veulent se mobiliser. Vous n'avez pas besoin de tirer parce que moi, je pense que c'est vraiment la culture, comme tu as dit, l'ADN qui fait que votre milieu est fertile pour que justement les gens aient le goût de se prononcer parce qu'ils ont l'impression d'avoir. Ils n'ont pas l'impression, ils ont un lieu de parole, ils ont un lieu de pouvoir, il y a un lieu d'implication. Fait que effectivement, c'est un bel exemple. Je vais te poser la question, y a-t-il des aspects du comité logement que tu as l'impression que les gens saisissent moins ou que vous avez des expertises qui sont sous-utilisées? Peut-être les deux niveaux. Des expertises sous-utilisées, mais je pense que présentement, mon expérience personnelle, c'est que de plus en plus, les gens réalisent qu'il y a un comité logement
Okay. On reçoit, par exemple, avant, on ne recevait pas nécessairement des références de la Régie du logement ou de la Ville de Longueuil, ou de la Ville de Brossard, par exemple, qui commençaient à nous référer du monde. Dans le Roussillon, ça, c'est déjà fait. On a des collaborations avec l'agence, le CIS maintenant. Là. Ouais. On a des collaborations avec eux pour établir des interventions auprès des logements. À Longueuil, c'est moins ça, mais tranquillement, pas vite, les gens voient l'intérêt d'un organisme de défense des droits, dont la perspective est vraiment la défense des droits des locataires. Parce que ça peut paraître un peu spécial de le dire, mais c'est pas toujours la perspective des gens qui essaient d'aider les locataires tout le temps. Puis nous, on a eu l'expérience, par exemple, d'arriver dans des endroits, puis tout à coup, cette perspective-là de non, le locataire a des droits, puis il doit les revendiquer, puis le propriétaire a des obligations. C'est pas toujours comme ça, malgré que dans la loi, c'est le même. Mais nous, quand on l'apporte, des fois, les gens, pas que ça les surprend, mais c'est du nouveau. Je pense qu'il y a déjà un bon travail qui est fait là-dessus. Un autre des aspects, on en a parlé beaucoup, c'est tout l'aspect d'inclure les gens dans tout le processus. Puis ça, pour nous, c'est important. C'est pas toujours facile comme travail, d'inclure les gens dans tout le processus de décision, puis tout ça, mais pour nous, c'est important de donner la parole aux personnes. Puis ça, des fois, c'est un peu moins peut-être pas compris, je pense que les gens comprennent, mais c'est peut-être un aspect que les gens voient moins du comité logement, là, que nos décisions de prise de position sont souvent, c'est tout un travail de démocratie en arrière qui vient. Puis quand un employé ou un représentant du comité logement défend un point, mais il y a déjà eu un mandat en arrière là, qui lui a été donné. Là. Puis habituellement, c'est quand même l'opinion de la personne, mais c'est l'opinion d'un regroupement. Ben, je pense que ça n'est un des aspects qui, à mon humble avis, est sous-utilisé. L'expertise que vous avez développée, de créer les conditions favorables pour que se mette en place un membership actif, que se mette en place des processus démocratiques. En tout cas, moi, vu de l'extérieur, quand je vous regarde, je pense que je dirais, c'est un niveau d'expertise qui est sous-utilisé chez vous. Ce que je veux dire par là, c'est que si on est comme organisme, on se questionne sur notre membership, on se questionne sur l'implication réelle des membres, ben je pense que même si c'est pas écrit dans le libellé de votre mission, on aurait avantage à vous lâcher un petit coup de fil et vous dire comment vous faites ça, comment vous créez les conditions favorables pour que les membres aient un sentiment d'appartenance. Moi, personnellement, je pense que ça, vous avez une belle expérience, des pratiques, et vous avez 37 ans, vous avez dit? 37 ans. 37 ans. Donc, vous avez vraiment une longue expérience et ça s'est maintenu au fil du temps. C'est pas tous les organismes qui arrivent encore, puis je pense que les partenaires qui réfléchissent sur leur vie associative devraient t'inviter à prendre un café, inviter les membres du comité à en jaser, puis je pense que c'est un avec des biscuits aussi. Avec des biscuits, c'est ça. Café, biscuits, où y aller, ça c'est sûr et certain. Est-ce qu'il y a d'autres observations par rapport au travail collectif? Est-ce qu'il y a des aspects du travail collectif de lutte contre l'itinérance qui tournent autour de ça? On sait que c'est large, la lutte contre l'itinérance. Y a-t-il des aspects où tu as identifié qu'il y aurait des améliorations potentielles, des façons de faire qui auraient plus d'impact sur ce travail-là? Mais, moi, ça va être une opinion très personnelle là-dessus. Ouais, on ne te demande pas de faire tout le processus de consultation. Non, c'est très personnel, mais je pense que les organismes, il y a encore une réticence ils ne réalisent pas à quel point ils sont importants pour la société. Ils ne réalisent pas à quel point ils sont les experts dans le domaine. Et de ce fait, des fois, il y a peut-être un peu un complexe face à l'institutionnel, que les autres se présentent comme les experts, comme les savants, parce que dans le fond, ils ont les sous qui viennent en arrière. Mais je crois que si le communautaire réalise son importance, réalise à quel point il sait les choses, puis il prendrait peut-être des fois des positions différentes face à certaines décisions qui sont prises. Puis j'ai l'impression que ça commençait par là, de réaliser à quel point les gens, on les côtoie, les gens du communautaire, puis tu vois à quel point ils savent les choses, puis après ça, quand tu compares avec les gens institutionnels, qui des fois sont excellents, mais des fois il y a une différence. Là, quand tu travailles avec les gens au quotidien, puis quand tu travailles dans un bureau au quotidien, il y a une différence. Puis, moi je pense qu'une fois qu'on a pris conscience de ça, on peut prendre, on prend conscience qu'on a peut-être un devoir aussi, un devoir de travailler au changement social.
Puis, bien sûr, moi, je pense que les services qui sont donnés, c'est fantastique, les services qui sont donnés, mais je pense qu'on pourrait peut-être aussi avoir une vision, une analyse plus globale des choses, puis sans que ça devienne, au comité logement, c'est notre ADN, mais des groupes, je pense, qui pourraient aimer participer plus à l'action collective. Yeah. Puis, je pense que ça se ferait, c'est pas facile, parce que des fois, c'est des changements un peu de culture qui doivent s'imposer, mais je crois que les groupes, certains groupes, des fois, tu les vois quand il y a des actions qui s'organisent, ils sont très motivés de le faire. Puis j'ai l'impression que peut-être une réflexion à ce niveau-là. Là. Moi, c'est un peu ça que je vois. Là. Ça peut penser à mieux rayonner, exprimer plus fort nos expertises, puis même le terme expertise dans le communautaire, des fois, il y en a qui s'aggrappent un peu, nos pratiques, puis avoir une analyse un peu plus large. C'est ça. C'est intéressant. Moi, j'aime bien utiliser le terme décomplexé. Quand tu as une position, quand le communautaire arrive avec une conclusion, une analyse, mais la défendre de manière très décomplexée, voici ce qu'il y en a. Puis, ça se fait, je crois, là, quand même, là, mais je pense que certains groupes, peut-être, des fois, sont un peu plus réticents quand c'est le temps de mettre le pied à table, par exemple, devant un autre partenaire. Puis je pense que, de toute manière, ça pourrait être juste bénéfique que le communautaire soit plus présent. Okay. Je te parle, j'entends penser certains acteurs communautaires qui souvent nous font part de leur réalité en disant ben là on est tellement occupés à donner des services que tu sais travailler ces causes là. Qu'est-ce que tu en penses personnellement de ça? Je comprends que quelqu'un dit ça, puis probablement que c'est très vrai. Mais je pense que là, c'est vraiment un choix que chaque organisme doit faire. C'est vrai qu'on est occupé, mais on peut faire le choix quand même de dégager un certain temps pour ces causes-là. Ça pourrait être un choix organisationnel, parce que de toute manière, on va toujours manquer de temps pour répondre aux causes. Puis quand tu travailles sur le global, sur le collectif, éventuellement, il devrait avoir une conséquence sur ton travail individuel. Parce que si tu revendiques, par exemple, un meilleur financement, si tu revendiques des politiques plus intéressantes, éventuellement, ça va se répercuter sur ton travail plus individuel, si on veut. Et aussi, il faut prendre conscience que ce travail-là collectif, c'est pas parce que tu as fait une action que tu vas avoir les résultats, c'est quand tu auras fait plusieurs actions, quand tu vas avoir sensibilisé les élus, c'est peut-être pas la reine qui est au pouvoir maintenant qui va changer les choses, mais celle d'après, avec qui tu auras travaillé pendant une couple d'années, elle va peut-être avoir des politiques plus intéressantes par la suite pour chacun des organismes. C'est un travail de longue haleine, il faut s'en convaincre, puis c'est pas facile. Puis quand tu essaies de mobiliser, tu vas en avoir des échecs, tu vas frapper des murs constamment, mais je pense que le communautaire ne peut pas se permettre de ne pas le faire, ce travail-là, parce que si c'est pas le communautaire qui le fait, qui va le faire? Puis comme tu dis, par la même occasion, éventuellement, ça a un impact, voire même sur peut-être la réduction des demandes de services d'accompagnement, parce qu'en créant un réseau social plus efficace, plus juste, en luttant contre la pauvreté, ben les gens vont peut-être se retrouver moins dans la misère et cogner moins nos portes. C'est ça. De là l'importance aussi, comme tu as dit, ça se planifie, puis je suis d'accord avec toi, faut mettre dans nos plans d'action ne serait-ce que 5, 10, 15% de notre temps, de nos investissements dans ces actions collectives-là sur les causes, parce qu'effectivement, sinon, on va continuer de déborder parce que les demandes vont exploser. Puis les actions collectives peuvent prendre tellement de formes. Il y en a qui ont décidé de faire des manifestations dans la rue, mais c'est pas nécessairement pour tout le monde, ça. Ça peut être d'autres choses, ça peut être des pétitions, ça peut être des prises de position au conseil de ville, ça peut être tellement de choses, ça peut être à la saveur de chaque organisme, selon le rythme de chacun. Il y a moyen, mais des fois, peut-être, je pense que quand on regarde ça rapidement, des fois, on a juste l'impression que c'est des gens dans la rue qui crient mais c'est pas juste ça, l'action collective. Ouais. C'est de l'éducation populaire, c'est de mobiliser les gens, qui eux autres deviennent des porte-parole de ta position là, par la suite. Là. Nous, un autre aspect qui est intéressant quand les gens viennent depuis longtemps au comité logement, c'est que certains deviennent nos porte-paroles, même quand on n'est pas là, défendent le logement social. Quand ils rencontrent beaucoup de nos membres, c'est des gens qui, ou bien ils s'impliquaient déjà ailleurs, ou ils commencent à s'impliquer ailleurs, donc ils rencontrent des gens, et ils deviennent, sans que nous on le demande, des porte-paroles de la philosophie du comité logement, de notre mission. C'est intéressant. Moi, ça a fait pas mal le tour des questions. Y a-t-il d'autres aspects, y a-t-il d'autres petits points que tu aimerais partager? Non,
Non, je pense que ça fait le tour, mais merci pour l'occasion, là, pour faire, puis ça a permis même à moi de réfléchir à tout ça, là, puis l'occasion aussi de le présenter aux personnes là, qui vont aller voir les vidéos et tout ça. Puis une belle initiative du réseau. Ben, bon travail, puis merci beaucoup encore une fois. Merci.